vas voir le concessionnaire Porsche de ta ville et tu lui demandes c'est qui tes clients, la majorité c'est des chefs d'entreprise. Pour chaque million de population, tu vas avoir à peu près 1 milliard. Donc c'est 60% héritier, 40% self-made. À partir de quand on est à peu près riche? Tu peux regarder autant de vidéos que tu veux sur internet. À la fin, tu vas pas faire beaucoup plus que... Ce que je voulais faire, c'est démystifier l'énorme rêve que vendent aujourd'hui les gens sur LinkedIn. C'est une énorme arnaque. C'est pour ça que certains influenceurs deviennent riches. Tu croiseras Et c'est eux qui font des fortunes en fait. Salut Rassem. Hello Anthony. Ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode ensemble. Oui, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un sujet que tu voulais évoquer depuis longtemps. C'était une discussion qu'on avait sur laquelle tu as voulu réagir et on s'est dit que ça ferait une vidéo intéressante. Et c'est le fait qu'on va de plus en plus proliférer des vidéos sur l'investissement qui vendent beaucoup de rêves. Ouais, en fait, ce que je voulais faire, c'est démystifier l'énorme rêve que vendent aujourd'hui les gens sur LinkedIn, sur YouTube, les formations, les clubs, etc., qui est « je peux devenir riche en investissant », qui est complètement faux. C'est une énorme arnaque parce que tu ne peux devenir riche en investissant que si tu es déjà riche. Et on va expliquer. On parle, toi et moi, d'investissement, on parle d'actions, on a fait une vidéo ici sur Tesla, etc. La question que les gens se posent, c'est combien je peux mettre de côté de mon salaire en investissant et est-ce que je vais devenir indépendant assez vite financière, ouais. Indépendance financière assez tôt. Parce que si tu le deviens à 68 ans, c'est différent en fait que si tu le deviens à 45, tu vois. Et je vais décortiquer ça, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu vas voir le concessionnaire Porsche de ta ville, de Levallois ou de Neuilly, et tu lui demandes c'est qui tes clients, le mec il va te dire c'est des chefs d'entreprise. La majorité c'est des chefs d'entreprise. Ça peut être des fondateurs, ça peut être des chefs d'entreprise pas fondateurs qui ont repris une boîte ou qui ont été nommés président d'une boîte, tu vois. Mais c'est statistiquement ça la moyenne. Alors des héritiers. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ou alors des héritiers, il y en a plein. Et je pense qu'on avait vu une stat intéressante, c'est qu'en France, les millionnaires héritiers sont passés devant les millionnaires entrepreneurs en nombre, parce que maintenant c'est 60% héritiers, 40% self-made. Et je pense qu'il y a 40 ans, c'était l'inverse. Donc en fait, quand on voit que le pays est en train de se fermer un peu plus à cet ascenseur patrimonial, en fait, tu vois. Les milliardaires, je crois que c'est 100% d'héritage. Non, les milliardaires, c'est différent pour la raison suivante, c'est que si tu es milliardaire que tu hérites, et que très vite, ça se divise entre 3-4 enfants, ensuite entre 2-3, et ça devient... tu sors des milliardaires, tu vois. Par exemple, si tu prends un Xavier Niel qui a 3, 4 ou 7 milliards, tu vois, et qu'il a 3 filles, ou je sais pas combien il a, bon, il se trouve que lui, il est marié avec une héritière. Mais imaginons qu'on ne compte pas la fortune de l'héritière, il va très vite rester 2 ou 1 par enfant, et dès que l'enfant va faire des enfants, bah en fait, la 3e génération, ils sortent du classement, tu vois. S'ils n'ont pas fait fructifier. S'ils n'ont pas bien investi. Oui, s'ils n'ont pas eux-mêmes, exactement. Et en fait, moi, je l'ai vu. On a eu une très grande famille française qui a investi chez nous, chez Legal Place. Et ils avaient un pot commun, un family office commun avec lequel ils investissaient. Ensuite, il y a eu une succession, comme succession dans la série. La série, ouais. Et ils se sont splittés. Et donc, chacun a pris 1 milliard et quelques, tu vois. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont au plus bas de l'échelle maintenant des milliardaires, quoi. Mais bon, on s'en fout des milliardaires, là, on parle des millionnaires. Et en gros, parce qu'il y a 40 milliardaires en France, tu vois, ça reste faible. Pour chaque million de population, tu vas avoir à peu près 1 milliardaire. Donc en France, tu as 60 millions, tu as 40 milliardaires, tu vois. C'est à peu près ça les ratios. Aux États-Unis, tu as un peu plus. Et au Qatar, bien sûr, tu as un peu plus. Et donc en fait, pour revenir au sujet, si tu veux construire un patrimoine conséquent, donc on ne parle pas de 50 000 euros, on parle de plusieurs centaines de milliers, par l'investissement, il faut raisonner comme ça. Tu te dis, soit je fais des placements safe à 7, 8, 9% pour aller de manière la plus certaine possible vers la construction de ma fortune, tu vois. Et tu te rends compte très vite quand tu fais les calculs que pour devenir riche grâce à l'investissement, il faut être déjà riche de base. Parce qu'il te faut à peu près 10 ans pour doubler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être riche? À partir de quand on est à peu près riche? C'est une bonne question, tu as raison. Le top 10% français en patrimoine, top 10%, il commence à 600 000 euros de patrimoine. Qu'est-ce qu'on met dans le patrimoine? Alors normalement, tu as raison, c'est une bonne question. Normalement, quand tu
calcules vraiment ton patrimoine, tu essaies d'exclure l'immobilier parce que l'immobilier, tu ne peux pas le mobiliser comme tu veux. Il n'est pas liquide, tu vois. Donc, tu mets tout ce qui est action parce que c'est liquide. Tu mets cash, mais tu n'en as pas forcément beaucoup. Et tu vas mettre crypto aussi parce que tu peux mobiliser comme tu veux. Et tu vas avoir tout ce qui est IMO, mais par action. Les SCPI, etc., que normalement, tu peux un peu plus vendre. C'est les fonds qui sont plutôt liquides, ce que tu peux récupérer assez facilement. Quoi. C'est ça le patrimoine. Ouais. Et donc, en fait, si tu as un patrimoine de 600 000 et plus, tu es dans le 10%, tu es déjà riche quelque part, entre guillemets. Pourquoi tu es riche? Déjà parce que si tu prends tes 600 000 et que tu veux en vivre sans les consommer, il faut appliquer la règle des 4% à peu près. C'est-à-dire que tu sors 4% par an de tes 600 000, mais sans les consommer parce qu'en fait, ils ont fait une croissance de 4-6%. Tu as enlevé 4% et tu as laissé l'inflation dedans. Donc en fait, tu as conservé ton capital et tu vis avec 4% en fait, tu vois. Un peu comme si on plaçait, je dis n'importe quoi, dans un très beau livret A et on vit uniquement avec les intérêts du livret A pour l'année. Exactement. Alors, le livret A, c'est 2%. C'est placé sur SP500, pour simplifier. Et le SP500 te retourne 6 ou 7%. Tu enlèves 4 et tu laisses 3. Et la raison pour laquelle tu laisses 3, c'est l'inflation. C'est l'inflation, ouais. Et donc là, tu fais le calcul, 4% des 600 000, ça fait 24 000 euros l'année. Ça fait à peu près 2 000 par mois. C'est pas net, parce qu'il y a l'impôt sur la plus-value. Donc, tu vis avec un SMIC et plus, sans travailler. Sans travailler. Ouais, donc si tu travailles à côté ou tu fais des activités, tu as un peu plus. C'est ce qu'on appelle l'indépendance financière, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de travailler pour... Exactement. Donc, si tu es à 600 000, tu as un SMIC net, mais en fait, si tu es à 1,2 million, bah, c'est le double, c'est à 2 SMIC. Et bien sûr, si tu places sur des choses un peu plus risquées, comme on l'avait vu ici en private equity, mais moins liquide, là tu peux aller chercher plus que le SMIC, tu peux aller chercher les 2500 euros peut-être d'allocation mensuelle que tu te verses à toi. Okay, donc ça, tu es dans la catégorie un peu riche, en tout cas les 10% les plus riches. Ensuite les 1%, je ne sais pas combien ça commence, mais mettons ça commence à 3 ou 4 millions. Là, tu es vraiment très indépendant parce que tu as plusieurs SMIC, tu as 5-6 SMIC avec lesquels tu vis sans travailler. Donc pour rentrer dans cette catégorie, par de l'investissement, il faut que tes investissements te permettent de récupérer 600, 700 000. C'est énorme. Combien tu dois mettre de mise initiale pour arriver à 600, 700 000? Donc, tu peux regarder autant de vidéos que tu veux sur Internet. À la fin, tu ne vas pas faire beaucoup plus que 10 à 12%, sauf les très chanceux qui ont mis sur Bitcoin. Coup de chance monumentale, ça arrive une fois dans une vie et c'est un pote sur 20 avec qui tu discutes d'investissement. Mais en réalité, tu vas tabler sur 8 à 12. Moi, je table sur 8. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Et en fait, 8%, une règle simple, c'est que 8% par an, c'est à peu près doublé tous les 10 ans. Okay, et je pense que 14-15%, c'est doublé tous les 5 ans. Donc, tu vois très bien que quand tu passes de 8 à 14, le temps est divisé par 2. Quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, mettons que tu es à 8-9, il te faut 10 ans pour doubler. Donc, ça veut dire que tu dois commencer par 300 000 pour atteindre 600 000 en 10 ans. Mais tes 300 000, tu les ramènes d'où? Les salariés vont le ramener de leur épargne. Quand tu regardes ce que tu épargnes, tu prends un mec qui fait, je sais pas, BNP Paribas, cadre. Donc, c'est un cadre qui commence chez BNP, commence à épargner. Statistiquement, s'il épargne 10-12% de son salaire et que son salaire monte avec les années, il va se retrouver avec à peu près 200 000 euros sur 20 ans d'épargne. Mais ça veut dire qu'il épargne. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mode open bar, Ibiza quand je veux, etc. Quoi. Et 20 ans. Et 20 ans. Donc, ça veut dire que ces 200 000 là, il les a épargnés, il les a placés entre-temps. Il lui faudra donc peut-être 25-30 ans pour atteindre les 400 000, donc les doubler, pour atteindre les 400 000, 500 000. C'est énorme. Donc, il a passé 30 ans pour accumuler et commencer à peine à rentrer dans la catégorie des 10%. Donc, ça veut dire que dans le meilleur des cas, il a 50-55 ans quand il est... Oui, quand il a les 450 000 peut-être, 450 000, mais il n'a pas encore le SMIC en rente, tu vois. Et donc, quand tu as ça en tête et que tu regardes tout ce qu'il y a comme formation aujourd'hui sur Internet, sur comment devenir, et le temps passé par réfléchir sur quoi tu investis, tu te dis, peut-être que je ne suis pas encore dans la bonne case pour passer autant de temps sur l'investissement. Peut-être qu'il y a une case avant, c'est comment constituer mon patrimoine avant pour avoir un bon capital de départ. Et ce capital-là, j'essaie de le doubler et ensuite en vivre sereinement, en fait, tu vois. Et il y a un autre stat qui est dingue, on en avait parlé la dernière fois, j'en avais fait un post, pour aller dans le sens de il ne faut pas passer énormément de temps sur les investissements.
Ah, je sais, je crois que je vois Tu vois de quoi je parle. ouais. Je t'arrête 2 secondes. Si tu regardes cette vidéo, tu fais probablement partie des 80% de ceux qui regardent mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est ce qui nous permet de grandir et d'inviter les meilleurs spécialistes dans leur domaine. Les épisodes sont aussi disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Apple Podcasts, Spotify et les autres. Et donc la stat, c'est la suivante, c'est que si tu investis à chaque fois que l'indice il est au top, En bourse, en général, on parle En de, bourse, sur, ouais. sur les actions en bourse. exactement, donc tu prends un indice, SP500 pour faire plus simple, et à chaque fois qu'il est au top, tout le monde en parle quand il est au top, tu investis. Et tu compares cette stratégie-là, bien sûr nous on essaie tous d'investir quand c'est au plus bas. Oui, parce que quand tu dis au top, c'est quand le cours est le plus haut. Exact, et c'est ça, ouais. Et donc, quand le cours est au plus bas, normalement, c'est là où tu gagnes le plus. Mais ce qui est dingue, c'est que quand tu fais les stats, plein de mecs ont fait ces statistiques, c'est que si tu prends un gars qui investit que quand c'est au plus haut et il n'investit pas autrement, et un autre mec qui fait juste aléatoire, parce qu'il ne sait pas c'est haut, c'est bas, donc comme tout le monde fait aléatoire, il analyse, mais c'est aléatoire. Et ben c'est tout le temps, tu gagnes quand tu investis plus haut, et le delta est énorme, je pense que le delta est de 30%, tu vois. Et donc, personne ne sait pourquoi c'est le cas. Une explication, c'est que parce que quand ça arrive au top, ça veut dire que tout le monde est positif. Tous ceux qui ont acheté au fur et à mesure sont. Historiquement, exactement. Tous ceux qui ont acheté avant sont dans le gain. Personne qui a perdu d'argent parce que c'est au max. Donc il y a une euphorie. Donc il y a une euphorie, les gens remettent et ils disent c'était une bonne décision d'investissement. Tout le monde est satisfait. Et en plus, tout le monde en parle parce que dans les news sur Twitter, SP500 a atteint son record historique, etc. Et c'est l'inverse quand ça arrive au plus bas. Les gens commencent à vendre parce que certains paniquent en disant mince, j'aurais dû investir sur Tesla ou autre, tu vois. Bon, ça montre que passer des heures à analyser, je ne sais pas si c'est une très bonne stratégie, versus juste mettre sur SP500, Nasdaq. Et en fait, les gens qu'on reçoit ici nous le disent, c'est soit tu es hyper renseigné sur une action en particulier, et c'est ton action de choix, et tu arrives à choisir une ou deux comme ça. Et c'est un travail à temps plein. C'est un vrai travail, ouais. On avait reçu Michel, tu te souviens, il avait parlé beaucoup de ça. Michel de Guillermé, ouais. Michel de Guillermé. Soit tu dis, j'ai pas le temps, je mets en automatique, je fais achat automatique, même pas le top ou pas top, juste je fais un truc mensuel. Ça investit pour moi et le reste de mon temps, je me concentre vraiment sur constituer mon vrai capital parce que ça, c'est un petit capital en particulier, de côté. Et donc, en fait, quand tu regardes les stats de qui devient millionnaire en France, c'est quasiment, à part l'héritier, c'est quasiment que l'entrepreneur. Parce qu'il a repris une boîte, il a revendu après. Alors, entrepreneur ou actionnaire d'une boîte dans laquelle il travaille, nous, chez Legal Place, on donne des actions à des gens qui travaillent, à quasiment tous ceux qui travaillent dans Legal Place. Et donc, c'est avec ça qu'ils vont constituer leur patrimoine en plus de leur salaire. Et donc, ce saut n'arrive que quand tu as constitué un vrai capital via une boîte. Et cette boîte-là, ça peut être une boîte classique, ça peut être une start-up, mais pas que start-up. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que la tech qui permet de constituer des fortunes. La vérité, c'est que tu as plein de petites PME ou TPE partout en France que tu connaîtras jamais. Tu croiseras les fondateurs, tu ne t'en rendras pas compte, etc. Et c'est eux qui font des fortunes, en fait. Et parfois, c'est des business très simples, très basiques. C'est du service à la personne. Il y a énormément de types de business qui sont trop basiques pour que les gens s'y intéressent, mais qui peuvent créer des petites et moyennes fortunes. Et ensuite, si tu investis bien, tu vas étendre ça à x2, x3 plus tard, tu vois. Donc, ce qu'il faut retenir de ce qu'on se dit, c'est que la valeur principale, en fait, ça reste le travail et qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de shortcut pour faire fortune sans travailler à un moment. Ouais. C'est le capital. C'est les leviers. On en avait parlé dans une autre vidéo, Ouais. mais tu ne peux pas monter d'une position dans le troisième décile, donc les 30%, au top 10%, si tu n'as pas un effet de levier sur lequel tu vas appuyer pour monter. Et cet effet de levier, il y a plusieurs effets de levier. L'effet de levier financier pur, où juste tu mets de l'argent qui travaille et qui devient plus d'argent, il est limité par combien de capital de départ tu as. Contrairement aux autres leviers. Si tu es consultant et que tu montes, et tu es freelance et que tu montes un cabinet, tu fais travailler d'autres freelances qui deviennent salariés après, etc., c'est pas le levier financier que tu utilises, c'est le levier travail, force de travail, en fait, tu vois, où au lieu de faire de la marge que sur tes heures à toi, tu vas faire de la marge sur les heures de tes salariés en plus consultants. C'est un modèle qui fait que les experts comptables font de l'argent, les notaires, etc., parce que eux prennent plein de salariés et donc prennent plus de missions. C'est ça qui permet finalement de sauter d'une catégorie à une autre. C'est cet effet de levier. Alors, tu as l'effet de levier force de travail et tu as aussi l'effet de levier technologie. Je construis un software, etc. Et ce software-là, c'est lui qui va produire et ce n'est pas des gens
et leur temps de travail. Qui est la même chose que la propriété intellectuelle pour les artistes, c'est-à-dire que Oui. on génère un produit une seule fois, Exact. et après le coût reste le même. Si je fais une chanson et qu'il y a une personne ou 1000 personnes qui l'écoutent, c'est pareil. Si je crée un SaaS et qu'il y a une personne ou 10 000 personnes qui l'écoutent, alors bien sûr il y a des coûts de stockage et tout, mais le produit de base, ça reste le même et ça travaille quand toi tu travailles pas. Exact. Et le dernier type, c'est les médias. C'est quand tu crées ton média, ta chaîne. Voilà. Parce qu'en créant ta chaîne, tu vas gagner 1000 s'il y a 1000 qui regardent, et peut-être tu vas gagner 10 000 s'il y a 10 000 qui regardent. Et donc finalement, ce n'est pas dépendant de ton nombre d'heures de travail, ni d'heures de travail de tes salariés, mais plutôt de combien de gens tu arrives à reach, quoi. Et donc, c'est pour ça que certains influenceurs deviennent riches. Parce qu'ils utilisent, eux, n'ont pas de salariés et ils commencent à être riches quand même, alors que le consultant, lui, doit avoir 5-6 salariés pour faire le même marge et le même fortune, en fait, tu vois. Parce qu'eux, ils utilisent un autre type de levier qui est le levier médiatique. Et je pense que les leviers les plus énormes, les plus gros en potentiel, c'est tech et médias, parce qu'ils ne sont pas limités par ta capacité à recruter, etc. Ouais. Si tu as un cabinet de conseil, tu vas devoir passer beaucoup de temps à recruter des gens, les gérer, les former. Il y a aussi les franchises, on n'en a pas parlé, mais les franchises, c'est un type particulier de levier que tu peux utiliser. Mais là aussi, on a reçu un franchiseur de salle de sport qui nous a décrit un peu son modèle. Mais là aussi, il faut avoir une cinquantaine de points de franchise pour vraiment commencer à produire, parce qu'ils partagent que 1 à 2% de leur valeur, en fait, tu vois. Donc, il faut commencer à avoir beaucoup. Donc, chaque schéma a ses difficultés. On n'a pas parlé d'un dernier sujet, c'est les freelances, qui est un cas particulier. Parce que le freelance, ça reste sur certains aspects un salarié, mais c'est un salarié qui peut travailler plus s'il veut. Et donc, il n'est pas complètement limité dans ses revenus par son salaire, mais il peut gagner plus. Et en plus, s'il garde l'argent dans sa boîte, il n'est pas tout de suite taxé. Donc, il garde quasiment le double de ce que le salarié touche, parce que le salarié, quand il touche son argent, les taxes sont passées par là, les charges patronales, les impôts. Et quand tu gardes dans ta boîte l'argent, ça veut dire le double de ce que tu vas toucher à la fin. Ça veut dire que tu peux faire des rendements d'investissement sur ce que tu vas payer en taxes, mais qui est toujours chez toi. Donc, tu as 2 fois plus de capital presque que le mec qui touche son salaire. Ouais. Et donc, ça peut accélérer. Et si tu travailles un peu plus parce que tu as envie pendant une période, te bâtir, peut-être que ce n'est pas 2 fois plus, peut-être que tu auras par rapport au salarié, mais peut-être tu auras 2 fois et demi, 3 fois plus. Et là, déjà, dans les intérêts composés, on le sait que 3 fois, ça compound beaucoup plus vite qu'une fois, tu vois. Donc ça, c'est pour ceux qui nous écoutent, je pense, un schéma intermédiaire où tu peux accélérer le temps un peu. Et bien sûr, si tu as une très bonne réputation, tu fais de la valeur ajoutée, ton TJM, tu peux l'augmenter un peu. Le salarié a un peu moins de pouvoir de négociation parce que le poste au-dessus de lui, s'il est encore pris, il ne peut pas monter, donc il ne peut pas augmenter son salaire. Et c'est pyramidal un peu, tu vois. Donc, freelance, il est un peu plus libre sur cet aspect-là. Mais c'est ça les effets de levier connus. Et ce n'est pas l'investissement simple de je prends 3 actions, Nvidia et Bitcoin et c'est bon, je vais devenir riche en fait, tu vois. Et je pense que les gens qui vendent soit des formations, soit de contenu sur ça, vendent un espoir qui est facile d'accès. Parce que du coup, tu ne te dis pas, putain, je dois lancer un business, je dois avoir une idée, je dois faire du commercial, du marketing, du machin. Tu te dis juste... Je mise sur le bon cheval, quoi. Ouais. Comme au tiercé. Comme le tiercé. Donc ça commence presque à être du tombola, quoi, de la tombola, parce que je suis dans mon canapé. En fait, ça devrait être normal de dire que si tu es juste sur ton canapé, normalement, tu ne vas pas faire un gros truc et que tu fais juste choisir des actions, tu ne vas pas faire un gros truc, c'est normal, tu vois. Et à un moment donné, pour sortir de ta catégorie de fortune, il faut, comme une fusée, il faut une énorme énergie de départ pour sortir de la terre, en fait, tu vois. Donc, cette énergie-là, elle vient de soit beaucoup de gens qui travaillent avec toi pour beaucoup de clients, soit un software qui règle un gros problème pour beaucoup de gens et beaucoup de gens l'installent, et soit un média qui parle à une large audience qui kiffe et qui te donne de l'attention, qui se transforme en argent, en fait, tu vois. Mais ça peut pas être juste j'ai fait les bons choix alors que tu as des millions de gens qui trade toute la journée contre toi. Des professionnels, ouais. Des professionnels qui eux-mêmes perdent alors qu'ils sont pros ou qui gagnent 10 ans et la 11e année, ils perdent tout. Il y en a beaucoup, tu vois. C'est trop aléatoire. En fait, si tu veux être certain d'être indépendant, c'est trop aléatoire de miser sur juste le trading.